Allez, du coup, c'est parti. Donc, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. On va démarrer direct sur les parties de tendance. Laissez-moi une petite seconde. Je finis juste de préparer mon bordel. Ok. Donc, on a une première correction à effectuer. On va la faire direct. Ok. Alors, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Ok. Alors, du coup, Thales, on est direct en mensuel, donc on peut pas aller plus haut. On va faire avec ce qu'on a. Ok pour le range. Il est plutôt cool. Troisième borne, petite accumulation, même si c'est très rapide. Je pense que celle-là, elle est difficile à trader, quoique si. Il y a la belle divergence cachée. Donc là, la Q, elle est tradable, mais il faut quand même y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal de momentum, il faut que ce soit vous-même qui le trouviez. Hein, mais là, on fait un nouveau plus bas sur le momentum, pas sur les prix, et on est au niveau du canal de tendance, il y a le triangle. Donc bon, l'accumulation pour moi était tradable. Dans tous les cas, si vous tradez le breakout, c'est effectivement par là que ça se passe. On a bien tous les éléments, cassure de cycle, ok, c'est plutôt cool, pas de souci. On a les cassures de sine wave. Bref, franchement, ici, il y a vraiment tout. On démonte la troisième borne, on sort du range, il y a même une accumulation. Donc là, c'est vraiment par là qu'il faut payer ici avec un stop par là. Euh, pour moi, l'accumulation ici était tradable, même si elle n'est pas nécessairement très évidente. Alors, normalement, effectivement, vous êtes supposé payer la quatrième borne sur le time frame de tendance. Donc, normalement, c'est vrai que vous auriez dû attendre. Voilà. C'est plus de dire le point optimal, il est là. Normalement, effectivement, vous devez avoir un range mature sur l'unité inférieure. Je ne suis pas vraiment sûr ici que ce soit le cas. Mais bon, on voit bien qu'on a eu rejet au niveau du canal de tendance avant la cassure. Ça suffit. Voilà. C'est plus de dire, si vous tradez en breakout ici, vous pouvez de façon assez safe mettre votre stop loss là. Il n'y a pas besoin de financer le stop loss jusqu'au bas du range. Voilà. Trader la Q ici, à mon avis, c'est quand même compliqué. Réservé aux plus expérimentés, dirons-nous. Ok, derrière, du coup, donc ça break. Ok, premier suivi de tendance, ça fonctionne bien. Et le deuxième, ici, se prend une quenelle. Merci le Covid. Et du coup, pullback forcé. Voilà. Pour ma part, le schéma de cette histoire de marché, pour moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Ici, c'est juste, bah oui, on mange. Pour moi, là, il fallait voir le deuxième suivi de tendance ici. Hein. On est bien sorti. Donc là, tu as bien ta première zone de range. On sort bien par le haut. Donc, dès qu'on revient de nouveau chercher la moyenne comme ça, la one shot en baissier, faut pas hésiter à y aller. Hein. Donc, moi, pour ma part, ici, bah, un deuxième suivi de tendance qui se prend une quenelle. Bon, c'est plus ou moins dû à des facteurs externes. Mais voilà. Donc, un pullback. Et du coup, bah, tu sais que là, malheureusement, ça va se calmer un petit peu. Alors, pour la confirmation, je pense que c'est pas bon. Hein, le breakout, il est vraiment par là. Hein, d'accord. Donc, vraiment maximum ici. Tu n'as vraiment que ça à reporter. Je pense que ta confirmation est un peu haute. Hein. Euh, pour ma part, il faudrait aller voir. Donc, tu te mets en trimestriel, hein, c'est le mieux. Et tu prends la plus basse clôture trimestrielle. Grosso merdo, je pense que c'est là. Si tu considères ça comme niveau de breakout, pour moi, la confirmation elle est plutôt là. Hein. Voilà, enfin, pour moi, c'est comme ça. Ok. Enfin, voilà, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble. Fais gaffe, je pense que toi, tu es parti par rapport à ça comme niveau. Ça, non, hein, c'est juste, c'est pas le niveau de breakout, c'est juste. Voilà, c'est le niveau qu'il faut déborder. Sinon, on ne considère pas qu'il y a tendance non plus. Ok. What else? Bah, pour moi, c'est bon. Hein. Enfin, voilà, pullback extrêmement violent. Hein. Du coup, il se fait avec une troisième borne en retard. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à voir, faudra aller regarder sur l'unité inférieure. Et maintenant, bah, on se dirige vers l'excès final. Donc, comme d'hab, même si la valeur baisse pendant le Covid. Pardon, une seconde, je vais éternuer. Ah.
Ah, je suis désolé pour ceux qui sont en replay, je peux pas couper le son du replay. Vous, je vous ai épargné ça en live, mais bon, voilà. Donc, bah, ça retourne en ATH, ça doit donc trader un petit peu, voilà. Ok. Donc, on a déjà les cassures de cycle, donc c'est clairement pas le moment de se mettre à l'achat, mais on peut essayer de tirer un peu encore en tant qu'acheteur, si vous le voulez. Euh, c'est bon? Donc, un cycle de tendance, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour moi, il manquait un petit suivi de tendance, donc je pense que ça aurait pu pousser un coup de plus avant de faire le pullback. Le pullback aurait normalement dû être un peu moins violent, parce que là, on a carrément un pullback, hein, qui revient pratiquement au niveau de breakout. Bon, maintenant, bah, comme je vous dis, c'est quand même, à mon sens, quand même un peu problématique, dans la mesure où, bah, normalement, on n'est pas supposé revisiter les niveaux de breakout. Maintenant, bon, il y a quand même un facteur aggravant, le Covid. Voilà, donc c'est bien que vous le voyez. Pour moi, ça pose problème, clairement. Le pullback qui retrace pratiquement 61%, ça pose souci. Voilà. Maintenant, je dirais, bah, soit on prend en compte de dire tout ça, c'est des catalyseurs externes, les gens ont paniqué. Euh, euh, je pourrais défendre ce cas de figure-là. L'autre cas de figure, ça va être de dire, bah, j'ai une tendance avortée. Euh, Maintenant, pour ma part, il y a un élément ici qui tranche par rapport au vaccin qui est tendu et au schéma comme ça là, de tendances qui se font invalider, etc. Euh, ça va être de dire, ça pourrait coller à un schéma de vaccin qui est tendu. Ça pourrait, hein, écoutez bien. Mais normalement, les vaccins qui est tendu, elles vous pètent la gueule au premier suivi de tendance. C'est assez rare en fait qu'il y ait un premier suivi de tendance qui se passe très bien et le deuxième vous mange. Donc, dans les éléments, tu vois, c'est pas nécessairement un truc qui permet de trancher à 100% des cas. Mais je dirais, ici, ça sent quand même plus. Si je devais pencher un peu dans la balance, je dirais, il y a vraiment eu une tendance ici. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait été remise en question. J'ai surtout l'impression qu'il y a eu des excès spéculatifs de fin du monde, etc. Le pullback classique sur ce truc-là, alors attends, je vais recharger Thales sur mon graphique à moi, juste pour pouvoir le faire correctement. Ok. Donc, pour moi, le principe est, eh bien, un range, il est même bien, bien gros, hein, si tu comptes les bornes. 1, 2, 3, 4, 5 bornes. Donc, c'est bien, c'est très long. Effectivement, je trouve la tendance très courte. Vraiment très, très courte. Euh, Constituer le fait que j'ai revisité le niveau de breakout, bah, déjà, non, pour moi, non. Tu vois, c'est plus de dire, ça a peut-être été fait sur des éléments un petit peu, voilà. Si ici on avait rechuté là, je t'aurais dit ouais, ça sent le truc qui va nous faire une vague 5 étendue. Le fait de revisiter le niveau de breakout avec quand même un fond tendanciel, ce ne serait pas normal. Voilà. Ça fait vraiment trop court pour une tendance entre le ratio range de préparation et la phase de tendance. Tu vois, et c'est limite ici, la tendance est beaucoup plus courte que l'accumulation, enfin que le range qui précède. Donc, que tu vois ces anomalies-là, ça me pose aucun souci. Est-ce que ce serait dans ce cas-là un breakout trimestriel? Je ne pense pas, hein. Pour moi, tous les éléments ici de la tendance étaient bien respectés sur cet horizon mensuel. Ah, je te dirais, moi, personnellement, que je trouve juste, effectivement, qu'il y a une anomalie dans la séquence qui aurait normalement dû relancer une fois de plus avant de faire un pullback et un excès final. Je pense que de toute façon, encore une fois, on a cet aspect-là qui est de dire les tendances, surtout sur des grosses UT comme ça, c'est pas du vent, c'est pas du flanc, c'est toujours associé à un déplacement de valeur. Donc, moi, j'ai souvent tendance à te dire, effectivement, dans des contextes particuliers, l'offre et la demande peuvent se déstructurer. 1987, vous verrez cette anomalie sur tous les graphiques. Certains plus que d'autres, ou plutôt certains moins que d'autres, mais globalement, sur tous les graphiques 1987, vous voyez une anomalie. Bon, c'est une vraie divergence de prix par rapport à la valeur. 2008, ça a touché certains secteurs particulièrement exposés à la crise du moment, mais pas tout le monde. Tu vois, 2008, sur beaucoup de graphiques, c'est pas astronomiquement spécial. Les années 2000, sur tout ce qui va être techno, vous voyez clairement que ça va partir en bulle excessive de gros n'importe quoi et puis ça se pète la gueule. Donc, il y a toujours un contexte dans les crises qui se répètent à travers les âges, etc. Mais il y a toujours des éléments comme ça extrêmement tendus et imprévisibles, type 1987 et pour moi le Covid, qui sont que certains graphiques étaient déjà dans des structures de préparation de pullback avant le Covid.
Donc le Covid a déclenché, voire accentué un peu la profondeur des pullbacks. Certains actifs, pour moi, comme ça, étaient déjà bien en tendance et auraient dû relancer une fois de plus, et malheureusement, se mange le Covid au milieu. Et dans ce cas-là, on a des pseudo-anomalies de structure. Donc moi, si je devais donner le référentiel, je dirais pour moi, ce truc-là va quand même retourner chercher du 160-170 $. Il fallait juste, encore une fois, pas avoir trop de levier et avoir parié la maison sur ce truc-là. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a encore du potentiel sur des trucs comme Thales et que le retard à l'allumage, entre guillemets, des années Covid n'aura fait que décaler de quelques années l'atteinte de vos objectifs. Voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vu les marchés à moyen terme. C'est pas du flanc, d'accord. Faut arrêter ce délire de jeu à somme nulle, de spéculation de court terme, euh, paris, futurs, produits dérivés, high frequency trading, toutes ces conneries du genre. Voilà, ça, c'est déplacer des prix et manipuler de la volatilité. Mais concrètement, on ne peut pas non plus faire abstraction de la réalité physique des entreprises. Hein, je vous rappelle, vous ne spéculez pas sur des choses vides de sens. Hein. C'est le but justement des tendances, c'est de s'exposer concrètement à quelque chose qui, même s'il y a des anomalies, normalement doit atteindre son objectif derrière, parce qu'il y a des entreprises, il y a des gens, etc. Il y a des situations économiques qui varie aussi, et il y a des moments où la spéculation peut effectivement faire dérailler les prix. Mais globalement, la valeur, on y retend toujours, et ça, à mon avis, c'est un des exemples qui va retendre à sa valeur malgré les distorsions de prix du Covid. Voilà. Est-ce que ça va pour cette correction? L'élément qui me fait vraiment basculer là-dessus, c'est il y aurait dû avoir un deuxième suivi de tendance, il s'est fait démonter alors qu'on était très bien orienté, etc., etc. Voilà. Donc après, c'est clair que dans l'industrie de Thales, le Covid, c'était un gros choc, quoi. Donc, voilà. Mais ça prend la structure, pour moi, d'une tendance qui a été un peu avortée, mais qui retourne faire son excès final. Donc, je m'attends à ce que l'excès final rattrape peut-être les excès baissiers, etc., etc. Pour moi, la trajectoire de ce truc-là, c'est clairement, il y a une installation de valeur à faire dans la zone suivante. Euh, et du coup, je pense qu'on poussera un peu. Et comme je vous dis souvent, quand une tendance finit sa séquence complète, normalement, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on reste en range un bon moment entre le pullback et l'excès final. Là, je pense que clairement, le pullback est excessif. Donc, à mon avis, dans la phase de range qui va suivre, il est hors de question, à mon avis, qu'on retombe plus bas que 80 $. Voilà. C'est mon sentiment, hein. Voilà. Pour moi, je pense même que ça, c'est un support qui sera jamais repris. Je dirais 85, 80 et quelques, ça va être le support dans la phase de retracement. Voilà. Donc, en tendance, on traîne en tendance. Quand on a fini la tendance, on se remet en mode range. Hein. Voilà. OK? Tout simplement. Hein. Donc, derrière, vous pourrez vendre la troisième borne, etc. Faire du trading neuneux, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. OK? Ça marche. D'autres questions ou on avance? Une deuxième tendance après l'EF? Ah, l'excès final. Bien sûr. Alors, mais il faut repasser par une phase de range. C'est beaucoup plus rare, surtout dans le milieu de l'entreprise quand même, et surtout quand on parle de tendance mensuelle. On parle normalement donc de séquences de déplacement de la valeur d'une entreprise, zone A, zone B, qui met généralement une bonne grosse dizaine d'années, quoi. Là, on est sur plus de 20 ans hein, pour déplacer ce truc-là en mensuel. Donc, c'est quand même assez rare, entre guillemets, qu'une entreprise liée au mode de consommation qu'on a aujourd'hui, qui est de dire, bon, concurrence, pas du tout libre, etc. Mais bon, bref, c'est quand même assez compliqué d'imaginer aujourd'hui des entreprises qui ont fait un beau cycle de déplacement de valeur sur 20 ans, création de richesse. Hein. Je vous rappelle encore une fois, les entreprises, elles ne sont pas juste là pour faire monter leur prix en bourse. C'est plutôt l'inverse. Normalement, leurs prix en bourse sont supposés monter parce qu'elles ont créé de la valeur et qu'il y a un prélèvement de valeur qui est fait par l'investisseur de base. Hein. Mais c'est ni plus ni moins que ça, quoi. Soit sous forme de dividendes, soit hausse de prix, soit souvent les deux. Euh, mais bref, en tout cas, il y a des placements de valeur. C'est possible, et il y a des cas qui le font. C'est quand même relativement compliqué d'envisager un range ici et une nouvelle tendance. Ça n'est pas à proscrire, c'est juste de dire, c'est quand même relativement compliqué dans l'environnement économique et la façon dont l'économie se structure, d'imaginer qu'une entreprise ayant produit beaucoup de richesses arrive à ranger puis repartir. Souvent, l'économie, elle est faite de cycles d'innovation et il y a toujours des entreprises neuves et disruptives qui reviennent et qui ont souvent donc tendance à remplacer les vieilles qui ont fait leur travail. Ok, on continue?
clac. Oui, 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 mais tu vois, c'est plus de dire ne prends pas ça comme une vérité générale. En fait, tu as plus de chances de terminer une tendance que d'en redémarrer une. Mais effectivement, ici, tu as un cas de figure où bah, voilà, ça range et ça repart. C'est clairement, hein, voilà, tu vois, donc tu as ce cycle de déplacement, bim, ça met 20 ans d'ailleurs, et après, bah, ça repart en tendance. Il y a des cas comme ça. Bon, maintenant que ton claque, là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas, ça sent pas bon. Hein. Ça, c'est une vraie bulle spéculative. Hein. Baisse du volume, enfin, ça, c'est, je suis désolé, ça, c'est pas de la valeur, ça, c'est des hausses de prix, assez effrénées d'ailleurs. Je vais aller le vérifier, mais à mon avis, ça pue la merde, pour rester poli. Ah non. Non, non, ok, il y a bien hausse de. Mais alors, j'aime pas la baisse des volumes. Hein. J'aime vraiment pas la baisse des volumes. Ça a franchement une structure de bulle plus qu'une séquence multi-time frame. Même si. Euh, Oh putain, c'est compliqué ce truc. Alors, c'est très très compliqué à analyser. Je plaiderais éventuellement pour un multi-time frame. C'est possible que ce soit un breakout multi-time frame, alors j'arrive pas à trouver le niveau de break propre, ce qui est assez problématique. Alors ça, vraiment, j'ai du mal à structurer ce truc-là. Là, je t'avoue que les résultats m'inquiètent un peu. Je me poserais la question de la soutenabilité de ces résultats, par contre. Est-ce qu'on n'est vraiment pas juste dans de la pure... Tu sais, il y a une phase de croissance parabolique, les mecs s'extrapolent. Parce que là, c'est quand même de dire, en l'espace de 5 ans, le bénéfice a doublé. Hein. Par contre, les prix, ils ont quintuplé. Donc, pour ma part, il y a quand même un souci de valorisation ici de base. Sur la structure de prix, ça correspond à rien que je connais. Breakout multi-time frame, possibly, mais je vois pas la zone de breakout propre. Donc, ça me paraît chelou. Franchement. Je plaiderais beaucoup plus ici pour la bulle spéculative. Hein. Il y a un soutien sur les bénéfices. Donc, je ne peux pas appeler ça purement et simplement une bulle spéculative, mais ce qui me gêne, c'est la baisse des volumes, la distribution et puis cette phase-là complètement folle, voilà, le post-Covid. Pour moi, là, les valorisations sont gonflées sur ce truc-là. Au moindre raté sur les bénéfices, ça craque. Voilà. Après, on n'est pas sur une bulle spéculative qui va effacer tout, puisqu'il y a quand même hausse de bénéfices. Et comme on l'a dit, le fait de quitter une zone de valeur A fait que, voilà, moi je pense que ce truc-là va s'installer plutôt vers là, vers les 150, mais c'est-à-dire, à mon avis, tout ça, c'est du flanc. Hein. Et puis après, évidemment, le problème d'une bulle spéculative, c'est quand elle éclate, elle a plutôt tendance derrière à faire baisser la valorisation. Je pense pour moi que ce truc-là mettra 20-30 ans à retourner, mais l'avenir n'est pas bien brillant, quoi. C'est mon avis. Juste parce que j'aurais pu mettre l'hypothèse du multi-time frame, mais je ne vois pas la zone de breakout propre. S'il y en a une, elle aurait été pas, ouais, par là. Mais dans ce cas-là, pourquoi il y a ça? Hein, le premier pullback là est beaucoup trop profond. Donc non, non, voilà. Ici, si ça avait été moins profond, je vous aurais dit OK. Ça aurait fait dans ce cas-là le premier pullback, deuxième pullback, et là on fait le troisième, qui va être très violent. Et dans ce cas-là, il y a quand même un excès final à faire, mais là, franchement, je ne suis pas sûr. Les résultats me feraient plutôt pencher tendance multi-time frame, mais je ne vois pas le niveau de breakout propre qu'il pourrait y avoir. Ou alors peut-être par là, mais dans ce cas-là, je ne comprends pas. Le premier pullback ne peut pas repasser sous les niveaux de breakout. Donc, pour moi, il y a vraiment ce problème de la zone du breakout multi-time frame. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense clairement ici qu'il y a breakout multi-time frame. Dans ce cas-là, on serait hebdo, mensuel, trimestriel en tendance là. Ce serait soutenu par une croissance parabolique des bénéfices. C'est ce qu'il faut pour les multi-time frame. Mais j'ai du mal avec ce premier pullback là. Tout le reste colle, d'accord? Tout le reste colle super bien. J'ai juste un souci à ce niveau-là. Voilà. Juste un petit souci à ce niveau-là. Et puis, pour être franc, le pullback mensuel est même pas fait encore. Donc non, 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 c'est pas, ça colle pas pour moi. Pour moi, il y a extrapolation de prix, pas de valeur. Ça ne suit pas la séquence multi-time frame. D'accord? Vous vous rappelez, la séquence multi-time frame, ça devrait faire un premier pullback ici,
Tac. Ouh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Attendez, je mets en pause l'enregistrement. Hop, ok. Donc, désolé, ça chie. J'ai les coupures internet dans le quartier. Il m'avait prévenu, mais voilà. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Je me suis foutu en partage de cause sur le téléphone, donc on va essayer de finir tout ce bordel. Je sais pas à quel moment ça a coupé pour ceux qui étaient en live. Bon, enfin, en gros, là-dessus, donc des anomalies de prix, un gros questionnement. Je n'arrive pas à faire rentrer ça dans les boîtes de ma structure multi-time frame, parce que donc dans ce cas-là, j'aurai ici le pullback hebdomadaire, mais j'ai pas fini de pullback mensuel. J'arrive pas à avoir une fin de cycle ici. On est déjà en parabole, etc. Donc pour ma part, ça sent surtout donc les extrapolations fulgurantes de la spéculation sur les prix. Autrement dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai juste une demande effrénée qui n'a plus rien à foutre de la valeur, si vous voulez mon avis. Donc la valeur se trouve à mon avis plus bas, ce qui devrait normalement poser un petit souci sur les prix. Voilà, le partage d'écran, bien vu. Bien vu, bien vu. Hop, hop, hop. Voilà pour clac. On continue un peu, on fait autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous vouliez corriger ou au hasard? Alors, quand je dis reverse, ça s'appelle pas, enfin, j'aime pas dire reverse. Reverse, ça veut juste dire aller chercher des positionnements plus agressifs sur les UT inférieures. Moi, j'appelle plutôt ça, enfin, j'ai plutôt tendance à appeler ça de l'anticipation. L'objectif recherché dans ces stratégies-là, c'est d'aller effectivement reverse sur les UT inférieures. Parce qu'en soi, vous verrez que les techniques que j'utilise pour anticiper les signaux, d'accord, les alignements de troisième borne, tutti quanti, c'est la même stratégie que j'utilise pour reverse un flux. Ou n'importe quoi, ok? Ça va être de dire, quand il y a une logique de flux, si je veux trader le renversement du flux, je vais appliquer des stratégies donc de reverse que je vous apprends au niveau expérimenté. Ces mêmes stratégies de reverse, je peux m'en servir 3 UT en dessous quand je veux faire un truc sur un time frame de référence. Par exemple, si en weekly, j'ai une zone spéculative, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller du coup 3 time frames en dessous, donc en 4 heures, non, en horaire, et je vais aller étudier la fin du flux horaire, et dès que je vais avoir des reverse horaires, je vais les payer pour anticiper mon signal en hebdo. Évidemment, le but étant que le reverse horaire m'apporte le signal hebdomadaire, sauf que du coup, j'ai pu me positionner avec 3 time frames en dessous. D'accord, je vous rappelle, il y a quasiment un rapport de 4 entre chaque time frame. Donc t'imagines 3 fois 4, ça fait que tu as un stop loss qui est près de 10 fois inférieur à ce que tu aurais mis sur le time frame de référence. Ça multiplie le risque, hein, on est d'accord, mais ça multiplie le rendement bien plus. Donc ça nécessite de gérer des risques beaucoup plus fins, etc. Faut pas se tromper de time frame, faut clairement pas se planter sur la zone spéculative aussi. Ça, on en a déjà parlé. C'est bien de ça dont on parle, ok? Donc de reverse dans une application de zone spéculative de préférence. Faire du reverse, ça sous-entend, d'accord, tout comme quand on trade dans un flux, je vous dis, on ne trade pas un flux si on n'a pas déjà trouvé la gestion à faible risque de base, et le flux se trouvera toujours UT-2, -3, le plus souvent -3, et effectivement, c'est un peu, vous voyez que tout s'entremêle, c'est toujours les mêmes trucs qu'on utilise, d'accord? Mais il faut qu'il y ait de la rigueur dans votre analyse. Tout comme je vous dis, tradez pas ces fameux flux UT-2, -3, si vous ne trouvez pas leur zone d'objectif. C'est la même chose quand vous allez faire du reverse. Le but, ça va être de trouver la zone dans laquelle vous voulez vous positionner sur l'UT supérieur, où se trouve la zone spéculative, et concrètement, comment je limite mes risques d'anticiper le positionnement en allant chercher la fin du flux des UT inférieurs. Ça vous paraît clair comme ça? C'est pas très compliqué en fait, c'est juste de comprendre à chaque fois, il y a des... C'est toujours les mêmes trucs qu'on fait dans cette stratégie. C'est juste de les assembler dans le bon sens. Il faut que ça fasse du sens dans votre tête. Après, une fois que vous comprenez à quoi ça sert, vous pouvez vous balader sur pratiquement tous les time frames. Il suffit juste de le faire correctement. Et on commence toujours par identifier, quoi qu'il en soit, la gestion à faible risque. Parce que si vous tradez contre les stratégies à faible risque, ça va mal se passer pour vous. Vraiment, hein. Enfin, je déconne pas, mais...
Non, 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 non. Pour faire du reverse, il ne faut pas forcément des troisième bornes alignées, mais c'est beaucoup mieux. Si elles sont alignées, c'est le signe clairement qu'il y a des positionnements contrariens, c'est-à-dire des gens qui traitent contre ce flux. Et généralement, ces gars-là, c'est parce qu'ils cherchent à se positionner 3 UT au-dessus. Pour comprendre, t'expliquer toute la logique, si tu veux, de gestion du risque qui se passe derrière, en termes de flux de capitaux, etc., c'est de dire, tu as probablement un flux baissier 3 UT en dessous qui vient chercher la demande des acheteurs hebdomadaires. Du coup, quand tu arrives dans cette zone hebdomadaire, ce qui se passe, c'est que tu as les gogoles qui... Enfin, pardon, pas les gogoles. Tu as les gars à court terme qui suivent les flux vendeurs, alors qu'en face, tu as des acheteurs hebdomadaires. Comme je te dis, souvent, il vaut mieux trader la valeur, c'est-à-dire la zone de gestion à faible risque. Si tu as une bonne raison d'avoir un achat à faible risque en hebdomadaire, c'est lui qui va probablement l'emporter sur les vendeurs de court terme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ni plus ni moins que ça que j'exploite. Normalement, tu as une gestion à faible risque face à des flux. Normalement, c'est pas symétrique en termes de probabilité. C'est pas 50-50. Il y a toujours plus de chances qu'une gestion à faible risque prenne sur le reste. C'est pour ça que je vous apprends d'abord à identifier ces putains de gestions à faible risque. Ok. Alors, attends. Hop. Ah non, mais tu m'as mis le graphique. Bon, attends, je vais chercher le graphique, parce que sinon ça me déplace à chaque fois de canaux, et c'est le bordel. Alors. Oulala. Ici, MR, c'est quoi ça? MR, ça veut dire quoi? Ici, monsieur? Ah, je comprends pas ce que tu essayes de faire là, hein. Enfin, j'ai un souci là. Ah, c'est le S&P. Oui, ok, d'accord. Ah, mais là, t'es pas sur les bonnes UT. C'est clair et net que là, je sais pas ce que tu fais, mais c'est pas ça correspond à rien, ça, pour moi. Ah non, mais si tu veux trader ça, encore une fois, moi, je commence ton analyse par elle est où la gestion à faible risque? On a dit pour moi, elle est hebdomadaire. Je sais pas ce que tu fous en 15 minutes, mais tu es très loin des endroits où tu peux faire des trucs. Hein, pour moi, 15 minutes, tu es très loin sous les gestions à faible risque. Et on l'a dit pour l'instant, c'est entre l'hebdo et le mensuel. Et il faut attendre, parce qu'on ne sait pas concrètement. Enfin, il faut attendre. Il faut spéculer sur le fait que les deux sont possibles, parce qu'on ne sait pas exactement. Donc, en hebdo, on serait sur une vague étendue qui a encore 2 vagues à faire. En mensuel, on est en risque de voir l'installation d'un pullback. Et dans ce cas-là, on ne retournera pas à la TH avant longtemps. On va pas cracher non plus, hein, mais on va rester en conso pendant encore longtemps. Et on ne sait pas encore lequel des deux là. Le pullback mensuel, il arrivera de toute façon, mais la logique voudrait qu'on termine quand même le flux en vague 1 étendu hebdomadaire. D'abord, ce qui n'est pas une garantie pour autant. Et on l'a vu, il nous manque la divergence mensuelle aussi, ce qui serait pas tout à fait illogique d'avoir donc un dernier retour à la TH plutôt mou avant d'avoir le pullback. Voilà la théorie qu'on a vue. Pour l'instant, on ne sait pas lequel des deux, donc on évolue on évolue en parallèle ces deux scénarios-là. Bon, ça veut dire si tu es en hebdo, d'accord, c'est en horaire que tu auras les flux, si tu es en mensuel, c'est en 4 heures. Qu'est-ce que tu fous en 15 minutes? Pour moi, en dessous de ces trucs-là, tout ce que tu vas avoir, c'est du pur arbitrage de volatilité des brokers. Tu joues contre le market maker. Moi, je ne trouve pas ça très malin. Enfin, tu joues pour ou contre le market maker, mais en tout cas, ta principale contrepartie, c'est un arbitragiste de volatilité qui a des informations que tu n'as pas. Je trouve ça compliqué, encore une fois, de tirer un avantage spéculatif face à une entité qui concrètement gère les flux, quoi. Après, tu peux arbitrer sur les bornes de volatilité, mais c'est pas non plus facile, quoi. Ah, comment j'ai payé ici? Bah, c'était pas trop compliqué quand même, hein. SL sous l'impulsion, etc. Non, 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 non. Bon, attends, on va y revenir. Donc déjà, c'était assez compliqué de trader ça. On va revenir dessus. Pourquoi? Bon, pour plusieurs raisons, d'accord? Donc, si tu tradais là, pour moi, c'était plutôt par rapport au scénario hebdomadaire, donc en horaire. Ok, ici, il fallait chercher les structures d'affaissement du flux, d'accord? Donc, essayer de chercher un flux. Bon, là, tu as clairement un flux, il n'y a pas de souci. Et tu regardes à chaque fois qu'il y a eu des troisièmes bornes. Donc, il y en avait une ici, il y en avait une ici. Les deux se sont fait squeezer quand même. Donc, c'est quand même une sacrée histoire. Et derrière, on vient coller la troisième borne en retard avec ce gros rebond, paf, paf, et derrière, on casse.
D'accord? Donc ici, troisième borne en retard. Au moment où on a fait ça, là, l'autre jour, moi, je comprends que tout le monde est à la bourre sur le S&P. Les verts vont se faire chasser comme des malpropres. Autrement dit, attention, il faut acheter tous les replis. Et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Point. Voilà. Maintenant, c'est de dire, moi, j'ai acheté là et j'ai récupéré mon profit là en début de semaine. Moi, dimanche soir, à minuit, j'ai fait mon TP hein, sur le renfort que j'ai pris là. J'ai fait paf, paf. Merci, au revoir. Là maintenant, je laisse le marché ranger un peu. Et s'il tient la zone, qu'est-ce que je vais faire? En fin de semaine, je recolle un achat. Attends, j'ai toujours mes achats des zones là, hein, d'accord? Tous les achats que j'ai payés là, là, et tout ça, j'ai toujours, hein, d'accord? Ça, c'est en gain. C'est juste de dire, là, j'ai rajouté des contrats l'autre jour, j'ai récupéré ces contrats lundi matin, dimanche soir. Et je vais remettre encore, hein, d'accord? On parle encore une fois de beau gain. Enfin, moi, quand je parle de ça, j'encaisse 1500 boules hein, sur un truc comme ça. Donc, je vais réinvestir tout ça à chaque fois. Non, alors pardon, on ne parle pas en chiffres, encore une fois, c'est débile. En pourcentage de capital, c'est négligeable. C'est des gains normaux, quoi. Voilà, enfin, j'ai fait mon taf, voilà, je prends des risques, je récupère des rewards, ça va, c'est pas, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Voilà. Euh, Mais KR. Ah oui, punaise, pardon. Oui. Bon, bref, donc on finit le S&P. Donc le but ici, c'est de dire, si tu veux te positionner en hebdo, bah, tu vois bien que les trois troisièmes bornes sont alignées. En plus, la dernière, elle est en retard. Donc pour moi, je l'ai dit, j'ai pas de peur à dire qu'aujourd'hui, tous mes positionnements spéculatifs sur le S&P, je peux mettre un stop là et il n'y a aucune chance qu'on y aille. Si on y va, c'est que je me suis planté. Concrètement, ici, je suis dans l'anticipation d'un signal hebdomadaire. En plus de ça, le signal hebdomadaire, je l'ai maintenant. Donc, qu'est-ce que tu veux que je sois bear dans un marché pareil? Voilà. Non, mais le M15, il n'y a rien à faire en fait. Tu as des flux horaires qui se sont terminés. Donc là, maintenant, ce qui va se produire, c'est que normalement, bah, l'hebdomadaire devrait aller chercher la validation. Et moi, perso, tout ce qui se passe entre-temps, je m'en tamponne complet. Pourquoi j'ai géré le risque du coup lundi matin? On va voir si tu es capable de répondre à cette question. Ah ah. Oui, tout simplement. On est sur la borne de volate en horaire, d'accord? Donc ici, si jamais le flux veut relancer un coup et que ça, c'était pas une troisième borne en retard, mais que dans ce cas-là, ça, c'est juste un excès, c'est-à-dire au final, on était sur un double bottom et ça, c'est juste un excès non liquide, ça s'est fait hors spot market en plus. Dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste un range à plat, retour sur la borne de volatilité et on va coller un dernier coup au flux horaire. Donc j'ai encore un risque d'aller en plus bas. C'est pour ça que je prends déjà des gains, comme ça au pire je me fais stopper tout le reste à break-even et je reprendrai sur un alignement de ces deux troisièmes bornes là. D'accord? Dans ce cas-là, je sais qu'on ira plus bas, on reviendra ici et hop. Ok, celle-là de troisième borne en retard, pour moi elle est viable, mais elle est viable que si on considère qu'on a vraiment fait un nouveau plus bas ici. Or, je te dis, ça se fait hors spot market, avec un catalyseur, le marché a réagi de façon complètement timbrasse à ce moment-là. Donc, comme je te dis, pour ma part, il y a des gros questionnements sur la réalité vraiment de cette dernière troisième borne. Mais moi, je dois trader ce que je vois. Oui, je ferai plus tard ça. De quoi? Et si t'as payé la borne M15 n'est ni plus ni moins que le canal de tendance. Oui, oui, mais voilà, ça n'en reste pas moins que acheter ça, c'est très compliqué, puisqu'encore une fois, bah, une troisième borne en retard, la plupart du temps, tu vas la bouffer en retard. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ok? Mais donc là, il ne faut pas oublier que si ça relance ici, on va péter le plus bas, hein, c'est clair. Pour ma part, je vous ai dit, je suis obligé de pondérer tout ça. D'accord? C'est-à-dire, j'ai mes échéances qui me disent, si on remet un coup de plus sur le flux, c'est probablement qu'on va forcer la sortie des scénarios hebdomadaires pour, à mon sens, intégrer le départ du pullback mensuel. Mais en attendant, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'encaisse des bénéfices partiels. Oh, j'ai encore les 2 tiers de mes trades là-dedans. Hein. Et je préfère me faire stopper à break-even que de sacrifier mes gains. Parce que c'est pas du tout cette zone-là qui m'intéresse en hebdo. Hein. Je vous le dis, voilà, en hebdo, ce qui m'intéresse, c'est validation. Bon, je vous la fais simple. J'avais 3 lots, d'accord?
un qui a été sorti là, un deuxième qui sera sorti là, le troisième, il va là-haut. Hein. Enfin, faut qu'on soit rationnel, quoi. Le premier, il me sert à payer tous mes stop-loss, parce que je vous rappelle que je ne me suis pas positionné tout en bas comme une fleur. J'ai quand même pris des trades depuis un bon moment, donc j'ai géré à chaque fois pour essayer de tirer des gains avec des positions qui étaient mal positionnées. Maintenant, mes stop-loss sont payés, j'ai une réserve de cash, et je te dis, je vais remettre à chaque fois. C'est-à-dire que là, si on reste ici, le lot que j'ai sorti, je vais le remettre, hein, avec un bonus, évidemment. Dès que je peux remonter mes niveaux d'invalidation, je réinvestirai. Pour l'instant, je ne peux pas. Il fallait que je finance des stops au point bas. Maintenant, c'est fait, donc je suis tranquille. Je risque plus rien. C'est que des gains. Ça marche ou ça marche pas. J'ai mon signal hebdomadaire, donc pour moi, normalement, c'est des gains qui viennent. Mais il va falloir valider ce putain de signal. Ça marche? C'est aussi con que ça. Qui va me foutre encore la merde? Powell, il n'y a aucun doute là-dedans. Tout se joue le putain de 2 novembre. Soit Powell, il m'en casse tout encore le 2 novembre, je me fais stopper à break-even, et voilà. Soit justement, j'ai serré les fesses pendant des mois, il m'a foutu en l'air toutes mes gestions du risque celui-là, et au final, gros bébé Powell, il me laisse tomber enfin les marchés, et puis il va me foutre la paix. Et dans ce cas-là, le marché il va rallier pour aller chercher les validations, plus ou moins vite. Voilà. Pas dit que directement, immédiatement après Powell, on allait exploser. Je dis juste attention, voilà. Si c'était bien un pullback et que c'est moi qui ai raison, d'accord, ça va chasser du bear. Point. Parce que c'est le but d'un pullback. L'excès final, on va chasser les bears à la TH, pas parce que c'est super bull, etc. Le plus gros de la tendance, c'est déjà largement produit avant, point barre. On va juste dégommer tous les bears. C'est le but. Et si ça marche pas, c'est qu'on est en pullback mensuel. Et dans ce cas-là, il va falloir être très patient. Mais certainement pas fin du mondiste. Voilà. Ça va? Bon, on a encore le temps d'en faire un, donc KR, on va faire. Oui, oui, oui. Non. Oula, bon, on va direct en mensuel. Ok. Ouh là là. Ouh là là. Oh bordel. Oui, bon, en même temps, vous êtes doué pour me faire des trucs un peu folklore. Alors là, pour moi, je connais ce genre de structure. C'est immédiatement la vague 5 étendue. Ça se voit bien. Première tendance, complètement invalidée. Deuxième tendance, qui fait passer suivi de tendance, qui revient chercher les overlaps, qui revient chercher les moyennes. C'est le classico de la fucking vague 5 étendue. Ça, c'est juste le vrai grand classique. La vague 5 est hyper étendue. Effectivement, elle mange un V-top, un repli assez fulgurant, et normalement, la valeur est supposée rester là. Donc ça, ce ne sont que des excès de base monétaire. Tout simplement, il y a plus d'argent qui circule. Donc là, en fait, c'est plus de dire c'est une boîte américaine. Donc si tu divisais par le M2, concrètement, ici, tu n'as jamais fait d'ATH. Hein. La valeur, elle reste là. C'est juste ça, c'est une valeur extrapolée par une dilution du dollar, hein, tout simplement. Non, pour moi, la valeur de cette boîte, elle peut continuer de monter tant qu'on imprime plus de dollars. Hein. Mais il n'y a pas de hausse de valeur de l'entreprise ici. À ce stade-là, elle ne produira pas plus de valeur, cette boîte. Maintenant, vu qu'elle fait des bénéfices en dollars, si tu débases le dénominateur, ça fait monter la valeur. Enfin, ça fait monter le prix, pardon, voilà, pas la valeur. Ok? Donc ça, typico, classico, vague 5 étendu, le grand classique, bien connu. Voire même là, il y a une structure de tendance qui se termine. Hein. Il y a un petit pullback par là, il est très rapide, mais ça, pour ma part, ici, il y a une structure de tendance complète. Hein. Donc, je dirais même pas. C'est limite vague 5 étendue. Ça me paraît un peu trop long pour le mensuel. Je dirais presque trimestriel, quoi. Oui, voilà. Les vagues 5 étendues trimestrielles. Voilà. OK? Bon, il n'y a pas le schéma trimestriel, mais là, vous verriez bien, donc un départ de tendance. Tac, là, ça s'efface, tout. Mais 1987 d'ailleurs, tiens, voilà. Ah non, ah si, non. Putain, ça chute en octobre 88, ça, dis donc. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce qui s'est passé en octobre 88, mais pas cool. Clairement, deuxième tendance complètement avortée, et la vague 5 étendue derrière, excessive, qui casse la trendline entre les deux. Bref, le tutti quanti, quoi.
Là, vous avez un beau, magnifique exemple. Si vous travaillez les vagues 5 étendues, c'en est une très magnifique. D'accord? On va voir si elle a bien touché les ratios Fibo. Donc vous aviez normalement un TP number one à faire par là. Donc là, il fallait retracer la trendline. Alors pardon, non, c'est pas la trendline qu'il faut tracer normalement, c'est ça. Voilà, il faut casser le canal de prix. Donc vous savez que c'est minimum au-dessus de ça. Donc là, pour moi, il y avait un TP à faire à 32 et un deuxième TP à 48. Et vous avez mangé une rebaisse ici au milieu. Donc pour ma part, c'est TP1 ici. Et la troisième borne qui suit est là pour un TP2 pour ma part. Voilà. Moi, j'aurais tradé ça comme ça. TP1 de sécurité ici. Et là, après, j'ai levé bottom, levé top. Et je sors sur la troisième borne en repli derrière. Grand classique, quoi. Et ça, c'est pour moi que de l'inflation. Enfin, de la dilution de l'art. Voilà. OK? Mais vraiment, ça, pur vague 5 étendu, grand classique. N'oubliez pas, donc ça ne crache pas, ça ne revient pas chercher la valeur de base. Et voilà. Et ça peut prendre, donc comme je l'ai dit, le temps que ça prend, point barre. C'est ni plus ni moins que ce qu'on connaît actuellement sur les cryptos. Si ça se trouve, on est là aujourd'hui, on est en 2022. Et concrètement, ici, ça se trouve, il ne se passera rien pendant pas mal d'années sur les cryptos. Mais leur valeur, elle est plus élevée. Point. Voilà. Si vous êtes patient, vous êtes en self-custody, il n'y a aucune chance que ça perde. On parle encore une fois de faire des rendements de 8 à 10 fois. On en a reparlé dans le brief hebdo. Sur vos investissements crypto au prix actuel. Donc, je ne parle même pas de ceux qui ont investi en 2018, enfin 19. Donc, 10%, même si ça met 10 ans, ça reste des rendements très, 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 très bons. Voilà, sans parler du rendement passif au milieu. Là, je parle juste du rendement sur le prix. Donc, ça vaut clairement le coup de prendre le risque. Il y a toujours un risque, attention. Je l'ai dit, si on se mange un hiver nucléaire, on n'a rien à foutre de vos cryptos. Elles n'auront aucune utilité, donc aucune demande. Bref, ça marche. On peut arrêter là pour la tendance. Il est 57, peut-être un petit dernier si vous voulez. Mais voilà, pourquoi je dis trimestriel? Rappelle-toi, la structure de vague 5 étendue, c'est un premier breakout. Donc tu dois voir tous les éléments d'un breakout. Un range mature, ça part. Et sauf que, encore une fois, la tendance doit être avortée. Donc là, le problème, c'est qu'en mensuel, pour ma part, sur le premier breakout, j'ai une structure de tendance complète. Tac, pullback, excès final. Donc pour ma part, ici, j'ai une tendance. Derrière, le retracement de la tendance est très brutal, mais ça reste que normalement, tu dois voir ce départ de tendance qui s'arrête et on revisite le niveau de breakout. Donc pour ma part, ici, j'ai une tendance complète. Donc j'aurais tendance à dire, je pense que c'est sur des time frames légèrement au-dessus, mais légèrement au-dessus. Voilà. C'est ce que vous aurez l'habitude de voir, quoi. C'est plus, voilà, pour ma part ici, je dirais que c'est à ce niveau-là que ça break, plutôt sur du trimestriel. Ça part et bam, ça s'arrête et ça revient visiter le fameux niveau de breakout, quoi. Pour moi, c'est vraiment par là que ça break. J'ai l'impression que le mensuel ici, il fait un peu de la merde, quoi. Voilà. Après, je vous rappelle, je vous impose une grille de time frame, c'est-à-dire concrètement, à chaque fois, on fait x3, voire x4 entre chaque grille de time frame. Si ça se trouve, le vrai bon time frame référent, ce serait du 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu vas pas faire du bimensuel. Non, faut comprendre que les schémas que je vous appelle et que je vous apprends servent normalement à cadrer vos marchés. Mais voilà, on lui impose de la rigidité à votre marché. Donc normalement, ça doit coller à peu près, mais vous devez voir certaines anomalies, et notamment pour moi celle-là. Là. Donc on revient bien visiter le niveau de breakout, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aurais tendance à dire, c'est peut-être sur des time frames très légèrement supérieurs à ça. C'est-à-dire ce serait peut-être du 2 mois ici, au lieu du trimestriel. Ok? CDNS, et après on passe sur le range par contre. Ok. Alors ça c'est folklore. Alors ça, on va pas se mentir, se sent clairement le fait qu'on est sur des tendances de très long terme. Parce que là, la taille de ce range, enfin je veux dire, compte le nombre de bornes, je l'ai dit souvent, quand tu as
Quand tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et quelques bornes, c'est souvent que ton range il est aussi mature sur l'UT supérieur. Sauf que bah, comme tu peux pas voir le range trimestriel, voilà. Pour ma part, ici, c'est vraiment par contre 1, 2, 3, 4 bornes en trimestriel et là on break. Je breakerai ça. C'est bien par là que ça se passe. Et voilà. Ça pour moi, ça a tous les éléments de t'es pas sur le bon time frame. Donc clairement, là, ta tendance mensuelle va te paraître complètement excessive parce qu'elle est probablement trimestrielle. Ok, qui dit trimestriel dit suivi de tendance en hebdo. Et d'ailleurs, il n'y en a toujours pas eu. Ah, dis donc, c'est costaud, quoi. C'est vraiment costaud. Alors, il y en a eu un peut-être par là, mais je ne sais même pas si on a eu le temps de retourner le canal. Non, tu vois, le canal est même pas retourné. Euh, Donc, tu vois, là, le canal a jamais été retourné. Donc, c'est même pas assez ici pour prendre ton premier suivi de tendance. Donc, tu aurais toujours été banané sur ce truc-là, à attendre à chaque fois la fin, quoi. Voilà. Mais là, pour moi, c'est une histoire, hein. Après, breakout multi-time frame, même pas. Puisque, regarde, tu n'as même pas encore un pullback hebdomadaire. Waouh! Ça, faut vraiment faire gaffe, hein. Je dirais tendance trimestrielle, mais je la trouve très excessive. On est encore aux US. Bon, voilà. Pour moi, tout est excessif aux US parce que c'est là-bas que la machine à pognon a tourné plus vite que. Voilà. Je dis, il y aura des conséquences aux États-Unis, hein. Il y aura des conséquences, mais pour ma part, elles ne sont pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde vous fait croire que ça y est, on va normaliser le dollar. Cherchez pas, ils en ont imprimé 2 fois plus que ce qu'il y avait il y a 3 ans. C'est impossible d'imaginer qu'on va s'en sortir. D'accord? Ils vont de toute façon imprimer d'une autre façon, quoi qu'il arrive. C'est la fuite en avant. C'est perdu les US pour moi. Voilà, c'est entre aujourd'hui et 2030, ils sont foutus. Ça va mettre 10 ans, mais de toute façon, on passera par des phases d'impression monétaire, d'inflation, etc. La Fed, elle a beau dire, nani, nani, elle va essayer de nous la jouer Volcker, mais ça ne marchera pas. Non, 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 c'est pas du multi-time frame, parce que sinon, je devrais voir les pullbacks au moins hebdomadaires. Sauf que je vois rien de tout ça. J'ai même pas la fin d'un seul cycle en hebdo. Alors on pourrait dire ici que peut-être que le retour Covid a été effectivement un peu rapide parce que impression monétaire. Donc dans ce cas-là, on dirait pullback hebdomadaire. Ok, bon, il faut déjà tordre pas mal de règles, c'est de dire on aurait dû peut-être y passer un peu plus de temps. On notera quand même dans ce cas-là un travail de prix qui est ce qu'il est. Pour ma part, c'est juste beaucoup trop prématuré. Donc dans ce cas-là, ta séquence, elle attend maintenant un pullback mensuel. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce truc-là, il faut vraiment attendre. Et après, tu sais qu'il y aura une fin qui reportera au moins un ratio 1 pour 1, généralement un peu plus que ça. Et après, tu auras le gros pullback majeur de ce truc-là avant d'installer le dernier excès final et de bloquer la valeur ici. Donc, moi, je ne dis pas non, hein, sur ce truc. Pour une tendance multi-time frame, on l'a vu, il y a encore des volumes, il y a une belle hausse des bénéfices. Donc, tendance multi-time frame trimestrielle possible, mais il faut tordre un petit peu des règles ici sur l'hebdomadaire. Ce que je peux tout à fait tolérer, hein, encore une fois, pour moi, l'impression monétaire aux États-Unis, c'était dans une quantité juste absolument hors norme. C'était n'importe quoi. Enfin, franchement, pour ma part, je suis désolé, mais la gestion financière de la crise Covid par les États-Unis, c'est ce qui fait que, je vous l'ai dit, depuis des années, le dollar perdra son statut de devise de réserve. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur devise. Et que rattraper ça aujourd'hui, c'est quasi impossible. Voilà. Donc, ok pour dire multi-time frame en tordant un peu la règle ici. Mais déjà de base, j'aime pas trop quand vous tordez les règles. Et voilà. Mais ok. Dans tous les cas, ici, à mon avis, il faut attendre le pullback mensuel, hein. Donc patience, quoi. Vraiment, vraiment patience. Pour moi, il n'y a pas vraiment de hausse à tirer sur ce type d'action pendant un moment, hein. Je pense qu'il reste un move, hein. Voilà, pour moi, j'ai dit, les US, je vois difficilement comment ils perdront le pied avant 2031, hein. Pour moi, la fin du macro-cycle bullish, elle est là. Donc je pense qu'ici, il reste un pullback mensuel à faire avant de tirer un gros machin. Et là, après, oui, après, ça va sentir mauvais. Voilà. Mais pullback mensuel, c'est au moins un truc comme ça. Il faut attendre au moins voilà, 2024, voire 25 avant d'envisager quoi que ce soit. Donc
doucement les gars. Voilà, vraiment doucement. Pour un multi-time frame, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Normalement, on doit venir choper les moyennes. Donc, ouais, pour moi, ici, ça, c'est trop prématuré. On aurait dû taper cette moyenne. Il y a des anomalies sur la séquence multi-time frame. Donc, je dis pas non, parce qu'il y a bien tous les autres composants, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait le suivi de tendance, l'excès final est excessif, enfin le pullback suivi de tendance, mais pour moi, ici, on aurait dû venir taper cette putain de moyenne. C'est pas fait, donc je me dirais quand même, voilà, faut tordre des règles. J'aime pas trop ça. Voilà. Donc, si vous voyez toutes ces anomalies, ok, c'est clair et net que par rapport à l'ensemble des boîtes de contexte que je vous partage, c'est celle qui semble le mieux coller. Il n'y a pas de, il y a pas de chute du volume, on ne voit pas les trades en ligne droite sans liquidité des bulles spéculatives. Donc, pour ma part, oui, ça colle beaucoup. On voit bien que les rendements sont là aussi sur les résultats. Donc, pour ma part, oui, ça colle vraiment beaucoup, mais pas parfaitement avec la séquence multi-time frame. Ça marche? Si vous arrivez à cette conclusion-là tout seul, pour moi, vous faites un super taf déjà. Le multi-time frame, c'est une sacrée merde à gérer. Hein. Ok. Bon, on quitte ça, on part sur du range. Je coupe le replay. Salut les gars, à dans 15 jours.